La Côte d'Ivoire ratifie la plupart des conventions internationales et régionales relatives à l'égalité en dignité et en droits de tous les humains. L'égalité entre les personnes handicapées et non handicapées est aussi une approche qui s'inscrit parfaitement dans les questions de droits de l'homme. Malgré la promulgation de cette loi, beaucoup d'occasions de discrimination, d'inégalité et d'indifférence subsistent encore dans notre société. Les personnes handicapées n'ont pas accès à l'école, elles n'ont pas tout accès aux infrastructures sociales, à tous les emplois. Comment développer et mettre en œuvre une politique nationale en faveur de la personne handicapée qui va orienter et guider l'action gouvernementale et permettre l'intégration du concept handicap à tous les niveaux de la vie sociale. Côte d'Ivoire, personnes handicapées, enjeux et défis à la gouvernance locale, c'est notre sujet du jour et pour échanger sur la question, nous recevons M. Yacouba Koné, président de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Face à lui, nous avons M. Diabaté Abdoulaye, président de la Fédération des albinos de Côte d'Ivoire. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, M. Yacouba Koné, première question, qu'est-ce qu'une personne handicapée? D'abord, bon, il y a deux définitions. Il y a la définition de l'OMS et la définition de la Convention des droits relatifs aux personnes handicapées que nous utilisons plus régulièrement maintenant. C'est une personne qui a des incapacités de vivre et de réagir face à son environnement où l'environnement est un obstacle. D'accord. Aujourd'hui, M. Abdoulaye, vous êtes le président des personnes albinos en Côte d'Ivoire. Selon vous, en quoi est-ce que l'albinisme est un handicap? Ok, merci. Vous savez, il y a deux faits inhérents aux albinos. Le premier fait, c'est la malvoyance. Et le deuxième fait, c'est le problème cutané. À cause de la malvoyance, les albinos n'arrivent pas à jouir dans tout ce qui est relations humaines. Ils sont les plus exposés au problème des cancers de la peau. Et vous voyez aussi qu'à cause de leur physionomie particulière, ils sont traqués. Voilà, à cause des croyances ancestrales. À cause de toutes ces croyances, dont l'Organisation mondiale, comment on appelle, de la santé, les a reconnus comme, à cause de ces handicaps-là, donc on les compte parmi les personnes handicapées. C'est difficile pour les gens de comprendre qu'on dise que les albinos sont des handicapés. C'est vraiment difficile, puisque quand on parle d'handicap, c'est le problème mentaux, les problèmes physiques par différentes catégories de handicap. Mais vous voyez que les albinos ne sont pas cités dans ces différents types de handicaps cités. Mais ils sont handicapés de par la couleur de leur peau et puis handicapés à cause de leurs problèmes visuels. Alors comment définissez-vous l'albinisme alors? Bon, l'albinisme, les gens, scientifiquement, on dit que c'est une maladie, mais après, il y a des scientifiques qui ont trouvé que ce n'est pas une maladie, mais c'est seulement un manque de mélamine dans la peau. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont dans le corps qui, vous, en tant que personne saine, vous protègent contre les rayons solaires. Mais nous n'avons pas ces éléments-là dans le corps pour nous protéger des rayons solaires. C'est ce qui fait que nous sommes les plus exposés au cancer de la peau. Il y a beaucoup qui en meurent d'ailleurs. Donc, voici un peu l'handicap de ces personnes-là. Bon, vous voyez que quand on va citer un peu les différents types d'handicap, on citera le problème de vision. Donc, si on rentre dans ce cadre-là, donc vous voyez que les albinos rentrent automatiquement dans le problème des handicapés. Alors, Président Yacouba, nuance ou mauvaise prononciation, que de dire personne en situation de handicap ou personne handicapée? Ou bien les deux se disent? On dit personne handicapée. C'est le terme recommandé par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. On dit également personne en situation de handicap. On dit également personne vivant avec un handicap. Mais ce qui est proscrit, c'est de dire les handicapés. C'est diminutif et c'est discriminant. Donc, il faut valoriser le terme en ajoutant chaque fois personne qui donne la valeur au mot. Donc, ce qui est recommandé, c'est de toujours ajouter personne. Personne handicapée, personne vivant avec un handicap, personne en situation de handicap.
Voilà les 3 thèmes qui sont utilisés. Mais généralement, le thème recommandé officiellement par les Nations Unies, c'est personnes handicapées. Alors, vous êtes le président de la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les choses ont vraiment changé ou encore on est dans ces regards de pitié où souvent les personnes en situation de handicap sont marginalisées? D'accord. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Je pense qu'il faut dire merci à nos autorités, merci à nos parents, merci à la population parce que les regards sont en train de véritablement évoluer. Vous savez, on a deux modèles de vision du handicap. Il y a le modèle qui voit la personne handicapée comme une personne malade, dont le problème pour résoudre ce problème-là, c'est de traiter le mal qu'il a, ou bien c'est la charité. Donc il y a des organisations anglaises, des personnes handicapées anglaises qui ont proposé le modèle social, où le handicap n'est handicap que par rapport aux discriminations, aux obstacles de la vie des autres. Donc c'est dans cette évolution nous sommes la vision du handicap comme une question de droits de l'homme. Pour vous, cette compassion, quelque part, à l'endroit de la personne en situation de handicap, n'est pas justifiée? Non, je pense que la compassion n'est pas justifiée parce qu'en réalité, les personnes handicapées sont capables de faire tout comme les autres. Quand vous allez à l'école, pour réfléchir, quand on fait le classement, souvent dans les classes où il y a des personnes en situation de handicap, vous voyez qu'ils sont meilleurs que beaucoup de ceux que, en GIF, on dit personnes valides. Donc, aujourd'hui, dès l'instant où vous corrigez l'obstacle créé par l'environnement, vous voyez que les gens ne sont plus en situation de handicap. Je prends un exemple simple. Quelqu'un habite au premier étage, il est en fauteuil roulant. Dès qu'il arrive, il y a une rampe pour entrer à l'étage, il y a un ascenseur pour le mettre dans sa chambre, et il y a la commodité dans sa chambre pour se déplacer. Vous allez voir qu'il n'aura pas de handicap. J'allais même en venir. Mais dans les transports en commun, par exemple dans un bus, tout de suite, quand on voit une personne en situation de handicap, les panneaux même l'indiquent, il faut céder la place à ces personnes-là quelque part. Ce n'est pas aussi s'associer, si je peux dire, à ce handicap, comprendre l'handicap de cette personne-là. Oui, non, c'est comprendre, mais en réalité, c'est des droits. Oui. C'est des droits en fait. Sinon, nous, on a l'habitude de dire qu'on ne demande pas d'aumône, on demande des droits. Si la Sotra, excusez-moi pour la publicité, si ces entreprises n'avaient pas prévu ces places réservées, les gens allaient dans la compassion pour dire est-ce que je peux céder ma place, j'ai pitié de telle personne. Mais lorsque l'entreprise prévoit les places, il va de soi que les gens doivent respecter ça. Mais malheureusement encore, les gens s'asseyent et ils sont dans le sentimentalisme parce qu'ils trouvent qu'ils sont gentils. Ils oublient qu'ils sont assis à une place réservée. C'est comme dans les parkings. Les rares endroits où vous avez des parkings réservés pour les véhicules des personnes en situation de handicap, vous allez voir que souvent, c'est les responsables de ces services-là qui viennent garer là-bas pour eux, c'est un luxe. Or, ceux qui ont fait ça ont pensé aux difficultés. Parce que moi, en tant que travailleur, par exemple, en situation de handicap, si je dois garer pratiquement à 1 km de mon service pour marcher et venir, c'est pas sûr que je puisse venir au travail tous les jours. Donc, c'est des dispositions juridiques et c'est des questions de droit. Parce que les textes disent qu'il faut protéger et il faut assister les personnes vulnérables. C'est dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'on veut sortir du sentimentalisme. C'est pour ça qu'on met tout sous forme de textes. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme des personnes vulnérables? Bien sûr. Oui, dans les lieux publics, comment ça se passe? Dans le public, quel traitement vous souhaiteriez avoir? C'est difficile. Les gens ont toujours une perception au regard de ces personnes albinos-là. C'est-à-dire qu'on trouve en eux des fonctions mystiques, c'est des génies, c'est-à-dire que, vous voyez, avant, vous avez vu, tout cela tire sa source d'ailleurs dans les histoires des traditions ancestrales. Ça tire sa source depuis là-bas. Il y a depuis des moments passés, quand un enfant albinos naissait dans une famille, on trouve que c'est un génie, et on fait une tombe, et puis on l'enterre vivant. Et je vous assure que même malgré la science qui reconnaît son humanité évidente, il y a encore cette pratique-là. Mais là, c'est des questions de mœurs. Il y a même c'est un tribut où jusqu'à présent, on continue de commettre ce genre de forfait. Ouais. Mais aujourd'hui, je lui ai dit, quelle place souhaiteriez-vous avoir dans la société aujourd'hui? Quand vous êtes dans un public, tout de suite, est-ce que vous êtes mal vu? Oui. Bon.
il y a Parce que quelque part, le fait de vous ériger en association, ce n'est pas, si je peux dire, sectarisé un peu? Non, pas du tout. Vous savez, on dit que nous sommes tous égaux, on a les mêmes droits fondamentaux. Mais nous sommes bafoués dans les droits les plus fondamentaux même. Même le droit à la vie, on est bafoué là-dedans. Le droit à l'éducation, il y a un peu... Bon, ça c'est un phénomène naturel qui s'est imposé à nous. Ça c'est la malvoyance. Le droit à la santé, c'est pas trop ça jusqu'à présent. Donc, l'élément fondamental même, c'est la vie. L'élément fondamental, le droit fondamental mais de l'être humain, c'est la vie. Alors, président Adiabaté Abdoulaye, vous êtes le président des personnes albinos en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les plus grandes humiliations que vous subissez quotidiennement? Quotidiennement, les humiliations sont quasi quotidiennes. On peut les citer? Vous sortez ce matin comme ça, vous croisez vos semblables. Il y a d'autres qui se bouchent carrément les narines. Parce qu'il est en face de lui un albinos. Vous prenez un véhicule, un taxi, un woro, je vous jure qu'une fois que le chauffeur il descend la vitre ou bien il vous regarde comme ça que c'est un albinos, il passe, il ne vous répond pas. Ou bien vous êtes dans le taxi, dans un woro, vous trouvez quelques clients qui étaient déjà. Il y a d'autres qui descendent carrément parce qu'il y a un albinos. Même dans le bus, ça se passe quand vous êtes dans le bus, il y a d'autres qui ne veulent pas que vous les touchiez. Il y a d'autres même qui descendent carrément. Alors et au niveau du plan professionnel, quel est l'état des lieux sur les questions de prise en charge des personnes en situation de handicap dans le domaine de la santé? Bon, aujourd'hui, c'est l'un des domaines où il y a encore beaucoup d'efforts à faire. D'abord, les premiers efforts, c'est l'accessibilité des services de santé. Quand on parle de l'accessibilité, on parle de l'accessibilité des infrastructures, on parle de l'accessibilité aux soins et on parle de l'accessibilité aux produits. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans un centre de santé, si vous êtes en fauteuil roulant, vous serez peut-être obligé de laisser votre fauteuil roulant et puis peut-être vous faire soulever ou bien transporter pour entrer dans le service. Ça, c'est humiliant. Au niveau des soins, les spécialistes dans le domaine des besoins des personnes en situation de handicap, ils ne sont pas nombreux. Ce qui fait évidemment que les prestations coûtent cher. Et au niveau du matériel, c'est-à-dire les médicaments, les aides techniques, les coûts sont élevés. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une prothèse en Côte d'Ivoire coûte plus de 600 000? Ouais. Donc si vous êtes amputé, il y a combien de citoyens ivoiriens qui peuvent s'offrir une prothèse à 600 000? Donc aujourd'hui, la santé est l'une des difficultés pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes d'ailleurs heureux de voir que le ministère de la Santé est en train de rédiger le plan national stratégique des aides techniques et de la réadaptation. La réadaptation, c'est les services de santé qui s'occupent des personnes handicapées et de tous ceux qui ont besoin d'assistance. Donc les aides techniques, dans ce plan stratégique auquel nous avons participé à la rédaction, prévoient des dispositions pour l'acquisition des aides techniques et l'accès aux services de santé et la formation des spécialistes. Je pense que si ce plan stratégique-là est mis en œuvre, ça va permettre de corriger beaucoup de choses. Est-ce qu'au niveau, sur le plan professionnel, je vais revenir à ma question, est-ce que quelque part il y a une prise en charge de vos besoins les plus fondamentaux, notamment au niveau des heures de choses, de travail, tout ça? Non, en fait, il n'y a pas de dispositions spécifiques. C'est complètement du basique. Voilà. Il n'y a pas de dispositions spécifiques aux travailleurs en situation de handicap. Aucune loi ivoirienne ne dit que les personnes handicapées doivent travailler de telle heure à telle heure. Encore plus grave, aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Lorsque vous prenez les fonctionnaires, aujourd'hui, on dit merci à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est l'un des pays spécifiques en matière de recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Aujourd'hui, vous avez près de 2000 travailleurs et fonctionnaires en situation de handicap. Mais quand vous prenez ces travailleurs-là, il n'y a aucun accompagnement, il n'y a pas d'adaptation de poste. Par exemple, le travailleur non-voyant n'a pas les mêmes besoins que le travailleur handicapé physique, il n'a pas également les mêmes besoins que le travailleur sourd.
Donc, il faut, pour que ces travailleurs-là puissent être efficaces et s'intégrer véritablement dans les services, il faut des accompagnements spécifiques. Déjà, au niveau du transport, quand vous prenez une personne en fauteuil roulant, par exemple, surtout au début du mois, les taxis, quand ils voient d'abord le monsieur avec son fauteuil roulant, ils sont pressés, ils s'en vont. Même quand ils vous prennent, généralement, vous pouvez utiliser votre transport du mois en un jour. Tout le monde connaît le coût du transport. Ça vous revient plus cher, ça. On l'a bien compris. Monsieur Diabaté, au niveau des albinos, alors, quel est l'état des lieux au niveau de l'éducation, au niveau du travail ou encore de l'entrepreneuriat? Au niveau de l'éducation, je vais compléter avec la santé. Je vais commencer d'abord par la santé. Aller à l'école, c'est que vous êtes en bonne santé. La santé, c'est là le problème. Le problème clé même, c'est la santé d'abord. On n'a pas accès, comme il l'a dit tout à l'heure M. Kone, aux infrastructures sanitaires. On n'a pas de trucs spécifiques faits pour nous pour qu'on puisse nous soigner. Alors que nous sommes les plus exposés au cancer de la peau. Il y a beaucoup qui en sont morts. Beaucoup sont en train de mourir encore si rien n'est fait dans le domaine de la santé pour les albinos. Au niveau de l'éducation, mais là encore c'est pire. Je suis albinos, je sais ce que nous subissons à l'école. L'albinos ne voit pas à plus de 1,50 m jusqu'à 2 mètres. Voir au tableau, c'est tous les problèmes pour eux. Ce qui fait que c'est eux qui sont en train de courir derrière les cahiers de leçons de leurs camarades chaque fois pour copier. Quelqu'un qui ne voit pas au tableau, comment vous voulez qu'il s'épanouisse à l'école, qu'il devienne quelqu'un un jour? Qu'est-ce qu'il peut apprendre à l'école? Alors, ce qui amène un arrêt précoce à près de 90 à 95% de ces albinos-là et de l'école. Et au niveau du travail, est-ce que quelque part, il y a quelque part un bon d'insertion, entre guillemets, que vous avez? Insertion professionnelle. Au niveau du travail, avec je vais dire merci encore, comme il l'a dit M. le Président, avec le recrutement dérogatoire, il y a quelques albinos, peut-être que 10 ou 20 albinos qui travaillent déjà du fait du recrutement dérogatoire. Mais il y a cette disparité-là, on va demander à l'État de revoir ça. On va demander à l'État de revoir. Sinon, au niveau du travail, ça commence à aller. Mais il y a encore beaucoup à faire. Président Yacouba, travail, éducation, est-ce que vous êtes pris en charge? Travail, entrepreneuriat. En fait, comme j'aime à le dire, aujourd'hui vous avez près de 70 à 75% des personnes en situation de handicap qui sont par à l'école. Donc, le salut de ces personnes-là pour un emploi, c'est l'auto-emploi. Mais malheureusement, nous avons sollicité, et nous continuons de solliciter un fonds d'autonomisation pour les personnes en situation de handicap, la chose qui ne vient pas. Généralement, quand vous constatez chez les femmes, il y a un fonds, chez les jeunes, il y a un fonds. Or, dans ces deux catégories de personnes, vous avez des personnes en situation de handicap. Mais malheureusement, la spécificité du handicap n'est pas prise en compte dans ces différents fonds. Ce qui fait aujourd'hui que la plupart des personnes handicapées qui se débrouillent dans le secteur privé ont des problèmes de financement. Donc, s'il n'y a pas d'accompagnement, les institutions financières n'ont pas confiance aux personnes en situation de handicap. Vu que les gens ont toujours considéré les personnes en situation de handicap comme des mendiants et autres, les gens ne croient pas à la capacité des personnes en situation de handicap de développer l'entrepreneuriat. Donc, on est dans une phase de sensibilisation pour amener les institutions financières à comprendre que, façon les jeunes peuvent entreprendre, façon les femmes entreprennent, les personnes handicapées aussi sont capables d'entreprendre et de rembourser les fonds mis à leur disposition. C'est ça la grande difficulté au niveau de l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Il y a la volonté, souvent il y a la formation sur le tas, mais il n'y a pas le financement. Au niveau des entreprises privées, aujourd'hui c'est en train de bouger un peu avec la loi sur le recrutement des personnes handicapées dans les entreprises privées, mais c'est encore lent parce que dans ces 3 dernières années, on estime à près de 200 les personnes recrutées dans les entreprises privées. Mais par rapport au nombre de personnes en situation de handicap, selon le recensement de 2014, il y a près de 40 000 personnes en situation de handicap qui ont un âge compris entre 18 et 40 ans, qui sont en âge de travailler et qui ne travaillent pas.
D'accord. Et Président Yacouba, vous êtes le président de la coordination des associations des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quels sont les enjeux? Et puis, quels sont les grands défis qui se présentent à vous? Vous êtes à la tête d'une fêtière. C'est pour mener des combats. Quels sont les grands défis qui se présentent aujourd'hui à vous? Le premier défi... Dans tous les secteurs que nous avons cités. Dans tous les secteurs, le défi d'abord, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion de la thématique du handicap dans tous les programmes et projets de développement. Ça, c'est le plus grand défi. L'autre défi, c'est le changement des regards. C'est vrai, on a dit que les regards changent, mais le regard demeure encore un obstacle à l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Le troisième défi, c'est le défi de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est vrai, l'État fait. Par exemple, quand il y a le recrutement dérogatoire, encore, Dieu merci, le président vient de lancer encore pour 2022 un recrutement dérogatoire. Mais chaque année, vous avez près de 1000 à 1500 personnes qui postulent à ces recrutements et on prend 200. C'est beaucoup, mais nous souhaitons que ça augmente un peu et que l'État accompagne les personnes handicapées et motive les entreprises privées à recruter les personnes en situation de handicap. La question, le défi, c'est de savoir qu'est-ce que les entreprises privées gagnent en recrutant les personnes en situation de handicap. C'est de mettre en place des dispositions d'accompagnement au niveau de la fiscalité qui vont motiver, par exemple, les entreprises doivent savoir que, par exemple, si je recrute une personne en situation de handicap, je bénéficie d'un rabattement, ainsi de suite, ce qui va encourager les entreprises à recruter les personnes en situation de handicap. La loi sur le recrutement, sur l'emploi des personnes handicapées à la fonction, dans les entreprises privées, simule qu'il y a un certain pourcentage, si vous avez un certain nombre de... Une façon d'exonérer des taxes. Voilà, des taxes. Mais dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas employer, alors vous versez un fonds de compensation dans un fonds qui n'est pas encore mis en place, ce qui fait que le décret ne peut pas être encore appliqué. L'autre chose, l'un des derniers défis, non des moindres, c'est l'accessibilité des personnes handicapées aux services et aux infrastructures. Quelle que soit ta volonté, si tu n'es pas monté les étages pour aller dans ton service, finalement, ton employeur ne pourra pas faire grand-chose pour toi. Il faut faire l'accessibilité et l'État doit accompagner les entreprises à faire le minimum d'accessibilité dans les services. Vous attendez beaucoup de l'État, c'est ça? Oui, on attend beaucoup de l'État. En fait, ça va de soi, puisque l'article 7 de la Constitution, l'article 32 et l'article 33 de la Constitution de 2016 dit que l'État a des obligations pour prendre les personnes vulnérables et les personnes handicapées en charge. Alors, M. Diabaté, quels sont les grands défis aujourd'hui qui se présentent aux personnes albinos en Côte d'Ivoire? Vous êtes fraîchement élu président depuis il y a seulement 2 ou 3 semaines. Quels sont les grands défis qui se présentent à vous aujourd'hui? Les grands défis qui se présentent à nous, je l'ai dit, le cahier des charges que j'ai aujourd'hui, c'est l'insertion et la promotion professionnelle de ces personnes pour qu'il y ait une condition de vie meilleure de ces personnes. Donc, je le fais en 3 axes. Toujours la santé, l'éducation, leur insertion socio-professionnelle. Le premier axe qui est l'éducation et la santé, nous allons lutter, nous allons batailler avec les personnes qui nous ont dévancés, qui ont déjà de l'expérience. Lui, il est en face de moi, pour qu'il y ait une prise en charge spéciale de ces personnes-là. En matière de santé, pour qu'il y ait, on va demander de lutter auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'au niveau de l'éducation de ces personnes-là, si on peut trouver un système, pour que le système soit adapté à leur manière de voir à l'école, de voir avec l'État ces personnes-là, il faut les aider, il faut trouver des solutions pour que leur situation à l'école soit améliorée, pour qu'ils puissent aussi aller de l'avant pour être des grandes personnalités, des gérants de ce pays-là aussi. Il faut améliorer tout ça. Ça, c'est la santé. En matière de leur insertion sociale, Dieu merci, on est en train d'avancer un peu avec, il y a quelques albinos qui travaillent aujourd'hui avec le recrutement dérogatoire. Maintenant, essayez de voir aussi ceux-là qui ont laissé les bancs de façon précoce à cause de la malvoyance. Il y a d'autres qui sont réduits à la mendicité aujourd'hui.
Alors que le prolongement sous le soleil est un danger permanent pour ces personnes-là. Il y a des albinos qui sont réduits à la mendicité. Comment trouver, quelle solution il faut trouver pour amener ces gens-là, ces albinos-là, de la mendicité pour revenir à une vie vraiment adaptée à leurs conditions de vie. Donc, ce qui sous-entend la création d'activités génératives de revenus pour ces personnes-là. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas là à l'école, qui sont à la maison. Qu'est-ce que l'État peut faire pour trouver un fonds pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent se prendre en charge? Parce qu'il y a des pères de famille parmi eux. Il y a des pères de famille qui ne travaillent pas, qui ont laissé le banc. Il y a d'autres même qui ont les diplômes, mais qui sont encore sur le carreau. Quelle solution il faut trouver pour un mieux-être de ces personnes albinos? On vous a bien compris, M. Diabaté Abdoulaye. Vous êtes le président de la Fédération des albinos de Côte d'Ivoire et face à vous, il y avait M. Yacouba Kone, président de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Et nous vous recevons sur ce plateau pour parler des personnes handicapées, enjeux et défis à la gouvernance locale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et déjà à la fin de l'émission. Ah bon? Voilà. Et on compte sur vous. Pour une prochaine émission. Merci encore d'être venu, merci d'être passé. Merci à Medi TV. Merci beaucoup à Medi. C'est la fin de ce numéro du Talk Afrique. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1.